Ravi de vous retrouver sur la RTG. Au sommaire de ce journal, c'est officiel, la mise en place du cabinet international d'appui et de conseil. C'est une plateforme de promotion du climat des affaires portée par des acteurs locaux. On en parle dès le début de ce journal. Lutte contre l'incivisme dans la circulation routière. La question intéresse les techniciens de l'Agence guinéenne de la sécurité routière et pour faire face à la réalité, ils viennent d'entamer une campagne d'installation des panneaux de signalisation. À venir également le rapport national sur les acquis des 30 ans de Beijing qui vient d'être validé à Conakry. Un document sera présenté par notre pays lors de la 69e session des Nations Unies sur les conditions de la femme. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, lancement officiel du cabinet international d'appui et de conseil. C'est une plateforme de promotion du climat des affaires portée par des acteurs locaux. Le SIACA compte aussi apporter son expertise aux entrepreneurs guinéens. Alpha Isiagaba. Face aux acteurs du secteur privé, plusieurs panels liés à l'économie et à la transparence sont animés. C'est le lancement officiel du cabinet international d'appui et de conseil. L'outil vient améliorer le climat des affaires. Pas seulement, le CIAC soutient la politique de refondation dans la lutte contre la corruption. Le CIAC, ou le cabinet international d'appui et de conseil, est créé dans le souci de contribuer non seulement à l'amélioration des indicateurs de performance de l'économie nationale, en servant de charnière entre les opérateurs économiques et l'administration centrale, mais aussi d'apporter un accompagnement stratégique et personnalisé aux entreprises, institutions et individus en quête de solutions efficaces et adaptées à leurs besoins. Le cabinet international d'appui et de conseil est composé des fins connaisseurs de l'administration. La mise en œuvre de ces activités apporte assistance aux entrepreneurs et aux opérateurs économiques de la Guinée et de l'étranger. Avec les nouvelles orientations de Simandou 2040, dans les perspectives du convoi de l'ensemble de tous les investisseurs qui cherchent à rallier vers la Guinée, je pense que la mise en place, la création de ce cabinet, je peux le dire, sous le contrôle de mes collaborateurs de la Chambre de commerce, nous sommes l'un des premiers à apprécier la création de ce cabinet. Le cabinet international d'appui et de conseil exerce dans plusieurs secteurs d'activité. Il s'agit entre autres des mines, du commerce, de l'industrie, des BTP et des travaux publics. Pour réduire la pollution en Guinée, une lettre de la ministre de l'Environnement et du Développement durable est diffusée à l'intention des entités industrielles. La commission chargée de la promotion des audits environnementaux s'apprête à vulgariser le contenu de ce document sur le terrain. Makeme Donzo, explication. L'audit environnemental et social fait partie du système d'évaluation environnementale introduit dans la réglementation de notre pays à travers le Code de l'environnement réalisé en 2023. Pour vulgariser le contenu, la ministre de l'Environnement met à la disposition des entreprises et projets une lettre sur les exigences de la Commission d'audit environnemental et social. Ce courrier sera suivi d'une série de communications visant à sensibiliser, à informer et à montrer à qui de droit et aux parties prenantes l'engagement du ministère de l'Environnement à les accompagner pour se conformer à l'utilisation de cet outil. On leur demande de façon très claire si elles disposent d'un PGS. Chaque 3 ans, ils doivent actualiser leur PGS. Si c'est une autorisation environnementale qui leur a été délivrée, elles doivent savoir que chaque 5 ans, elles doivent réaliser un audit pour se mettre en conformité en actualisant leur PGS. L'audit, qui par ailleurs fait la promotion des contribuables, a besoin d'une communication en vue d'inciter les acteurs à adhérer. En tant qu'outil de gestion, ça peut leur permettre de mieux aussi gérer leurs entreprises, notamment en ce qui concerne les ressources naturelles, par exemple l'utilisation de l'énergie. En faisant un audit, on peut détecter que l'entreprise a des problèmes de surconsommation. L'audit aussi permet à l'entreprise de se protéger. Parce que si l'entreprise émet des nuisances
et que ses voisins ne sont pas d'accord, ils peuvent donc créer des mouvements qui peuvent perturber les activités de l'entreprise. C'est un courrier adressé à toutes les entreprises. Ça veut dire que c'est une obligation. Donc, il faut que ces entreprises, à partir du 30 avril 2025, ces entreprises sont obligées de se soumettre à l'audit environnemental et social. Cet appel est fondamental pour la protection de l'environnement et des personnes. Il concerne des entités qui ne sont pas conformes à l'arrêté 1595 relatif à l'audit environnemental et social. C'est parti pour le forum d'Émergence Magazine. C'est le forum qui récompense les grands acteurs de l'économie nationale. Cette année, le thème est d'actualité, Vision Simandou 2040, les enjeux pour l'économie guinéenne. Pendant 2 jours, des panels portant sur le thème vont être animés. On fait le point tout de suite avec Alpha Isiagaba et Maïmouna Bila Diallo. Le programme Simandou 2040 au cœur de la 3e édition du forum d'Émergence Magazine. C'est l'événement qui récompense les meilleurs acteurs de l'économie guinéenne. Pendant 2 jours, ces acteurs vont échanger sur les grands enjeux de l'économie. Simandou symbolise une opportunité unique de transformer notre économie, de créer des emplois, de moderniser nos infrastructures et de positionner la Guinée comme un acteur clé dans l'économie nationale. Ce forum n'est pas une simple tribune de discussion, mais un espace de co-construction et d'action concrète. Les thématiques, les panels d'experts et les tables rondes aboutiront à des recommandations pratiques qui seront consignées dans un livre blanc. À ce forum, plusieurs panels sont animés. Ils portent essentiellement sur plusieurs secteurs d'activité de l'économie nationale. Simandou 2040 est surtout le sujet majeur de ce forum. Le gouvernement attend de ce forum un document qui lui permettra de rehausser le niveau des données qui vont alimenter, bien entendu, le programme pour que dans les 15 prochaines années, notre pays pourra connaître une véritable émergence, tant sur le plan social, économique que politique. Vision Simandou 2040, les enjeux pour l'économie guinéenne, c'est le thème retenu cette année. À l'origine de cette initiative, Émergence Magazine Award. Dans l'actualité également, Conakry Mall se veut un centre d'affaires jamais réalisé en Guinée. C'est un projet du gouvernement financé par Guicopress BTP et c'est sa filiale Kakande Imo qui exécute les travaux. Le projet et ses différentes composantes ont été présentés au gouvernement. C'était lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Aboubakar Junior Kamara. Conakry Mall est un projet innovant dans le paysage économique et immobilier de la Guinée. Un domaine de 83 200 m² est mis à la disposition de Kakande Imo pour réaliser ce méga projet. Ce mercredi 19 février 2025, le projet est présenté au ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat avec toutes ses composantes. Classé dans le BOT, ce projet permettra de doter le pays d'un centre d'affaires digne de nom. C'est un immense chantier. C'est une construction qui se bâtit rien qu'en termes de surface exploitable sur 58 000 m². En termes de technicité, vous avez dû constater, nous avons ici des travaux à réaliser, notamment un mur de soutènement de 12 mètres de haut, avec une largeur de 1 mètre. Un hypermarché, un espace bien-être, un espace de loisirs, un espace de jeux, une salle de cinéma, un aquarium, un aménagement paysager, une station-service sont entre autres composantes de ce projet. Une volonté politique du président de la République dans sa politique de refondation. Nous notons quand même ici assez d'avancement en termes de qualité des travaux, mais également de respect des cahiers de charges, mais aussi sur la question de façon globale de normes. Nous constatons une grande amélioration et nous exhortons l'entreprise Kakande Immobilier et ses partenaires sous-traitants à davantage redoubler d'efforts. Conakry Mall est un projet d'envergure qui va créer plus de 1500 emplois dans sa phase de réalisation et d'exploitation. Kakande Imo réaffirme son engagement d'accompagner l'État pour la construction d'une Guinée qui attire et qui retient.
Et puis, les agents de défense et de sécurité de l'AB viennent de bénéficier d'une séance d'information et de sensibilisation sur la résolution 1325, Femmes, Paix et Sécurité, une activité tenue dans la préfecture de l'AB. L'initiative est du ministère de la Promotion féminine sur financement de l'ONG Cœur International. Sona Sagno commente les images de Sarafdine Diallo. La résolution 1325 repose sur des piliers comme le rôle des femmes dans la prévention des conflits, la participation de la femme à la consolidation de la paix, la protection des femmes et filles pendant et après les conflits et leurs besoins spécifiques lors du rapatriement et de la réinstallation. Au camp El Hadj Omar Tall, les hommes en uniforme ont été outillés sur cette résolution qui met en avant la femme. Je suis satisfaite du déroulé de cette journée de sensibilisation sur la résolution 1325 Femmes, Paix, Sécurité et Connexes. Tous les participants ont démontré, c'est-à-dire que leur volonté est vraiment d'apprendre et de savoir qu'est-ce que c'est que cette résolution 1325. La résolution 1325 Femmes, Paix et Sécurité, adoptée en 2000 par les Nations Unies, demeure un outil de protection et d'engagement de la femme dans le maintien de la paix et la sécurité. La résolution 1325 implique la femme pour qu'elle se considère désormais membre ou actrice principale dans le cadre du maintien de la paix lors des missions onusiennes dans les différents pays en conflit. Et nous demandons aux organisateurs à ce que cette formation-là ou cette sensibilisation-là soit pérenne. On prend l'engagement aujourd'hui, à partir de l'instant où on a suivi cette sensibilisation, d'être parmi les gens, parmi les hommes, d'intervenir parmi les hommes et puis de maintenir la paix. Cette campagne d'information et de sensibilisation des agents de défense et de sécurité sur la résolution 1325 est une initiative du gouvernement guinéen à travers le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables sur financement de Cœur International. Je vous le disais en titre, comment lutter contre l'incivisme dans la circulation routière. La question interpelle les techniciens de l'agence guinéenne de la sécurité routière et pour faire face à la réalité, ils viennent d'entamer une campagne d'installation des panneaux de signalisation, mais surtout de sensibilisation sur le respect du code de la route. Mamadou Saliouba. Des stationnements anarchiques, des embouteillages ça et là, c'est la triste réalité de la circulation routière à Conakry, une réalité prise au sérieux par l'agence guinéenne de la sécurité routière. Pour mettre de l'ordre dans le trafic, les techniciens de la Guisère installent des panneaux de signalisation au grand carrefour de la capitale. Nos usagers, jusque maintenant, la plupart d'entre eux ne savent pas. Ils ne savent pas pourquoi le panneau. C'est pour ça qu'on fait les sensibilisations pour les dire que le panneau est votre référence sur la route. C'est votre guide. C'est lui qui vous informe. C'est lui qui vous informe sur les dangers, sur les dispositions à prendre. En collaboration avec la police, l'agence guinéenne de la sécurité routière compte intensifier les actions pour lutter contre l'incivisme dans la circulation routière, mais aussi réduire les risques d'accident. La présence de ces panneaux prouve que la route parle. Pour quelqu'un qui sait lire et qui sait traduire la signification de ces panneaux, dès qu'il voit, il sait que ça c'est un sens interdit, c'est un stationnement interdit, c'est une priorité, c'est une obligation. Parallèlement à l'installation des panneaux de signalisation, l'agence guinéenne de la sécurité routière sensibilise les usagers pour le respect des codes de la route. L'actualité, c'est aussi le programme KSP Guinée qui est officiellement lancé à Conakry. Pour sa mise en œuvre, une convention est signée entre la République de Guinée et celle de Corée du Sud. Cette rencontre à Conakry s'inscrit dans le cadre du développement industriel de la Guinée. Nabila Moussa Kamara. Le programme KSP en Guinée lancé à Conakry représente une initiative importante pour favoriser le développement économique et social du pays.
La signature de la convention entre la Guinée et la Corée du Sud a pour objectif d'accompagner la Guinée dans la mise en œuvre de sa politique industrielle à travers plusieurs axes stratégiques, notamment l'appui aux PME, le développement de la zone économique spéciale de Bouquet et l'amélioration du cadre réglementaire du contenu local. Nos partenaires coréens ont insisté pour surtout partager leur expérience en matière de l'industrialisation de leur pays. Vous devez savoir que dans les années 60, la Corée du Sud avait un revenu par tête d'habitant de $80. Aujourd'hui, ils sont à plus de $1,200. C'est pour cette raison qu'ils viennent chez nous faire le point avec nous. Ils sont très pragmatiques pour pouvoir relancer l'industrie guinéenne. Avec l'appui de la Banque africaine de développement, ce programme permettra à la Guinée de bénéficier de l'expertise sud-coréenne tout en renforçant les capacités locales à travers des formations et des échanges de savoir-faire. La rencontre est présidée par la ministre du Commerce et de l'Industrie. Cette collaboration s'inscrit dans une dynamique de coopération internationale visant à promouvoir le développement industriel. Notre mission consiste à collaborer pour trouver une solution, surtout plan d'action de ce programme de développement industriel, la formation, la création d'un fonds de développement industriel, comment on peut utiliser la loi de contenu local pour développer petites et moyennes entreprises. À travers le programme KSP, nous bénéficions aujourd'hui d'un accompagnement stratégique de la Corée du Sud, dont l'expertise dans le développement industriel n'est plus à démontrer. Nous comptons sur cette expérience précieuse pour nous guider dans la mise en œuvre de notre politique industrielle et faire de la Guinée un pays compétitif sur le plan international. La cérémonie de lancement de cette rencontre a réuni les cadres du ministère du Commerce, d'Industrie et des petites moyennes entreprises, les secrétaires généraux, les conseillers techniques, les membres de la délégation sud-coréenne et autres personnalités du monde industriel. S'inspirer du modèle de développement industriel de la Corée du Sud est l'ambition affichée par le gouvernement guinéen. La diversification des relations entre les deux États va permettre à la République de Guinée d'exceller dans le domaine industriel. Amélioration de la qualité des données de santé et renforcement du système d'enregistrement des causes de mortalité en Guinée. C'est l'une des préoccupations de la Direction nationale de la santé familiale et de la nutrition. Elle est accompagnée dans cette croisade par le Fonds français dénommé Muskoka à travers l'Organisation mondiale de la santé. Abraham Christophe Conti. Selon les spécialistes, le renforcement du système de santé passe par une meilleure qualification des données épidémiologiques et des stratégies sanitaires. C'est dans cette optique que les experts de la santé sont à l'école de la CIM 11. L'idée est de doter les formateurs les compétences requises pour assurer une meilleure application de cette classification, comme le diagnostic des causes de décès. Si nous voulons effectivement mettre fin aux décès qui sont considérés évitables, il faut savoir de quoi les gens meurent. Et cet atelier va nous permettre d'élaborer des outils qui vont nous permettre désormais de trouver ces causes de décès et de prendre des décisions sur des bases fiables et mettre en place des stratégies qui nous permettront d'améliorer nos interventions. La CIM 11 apporte des améliorations significatives aux versions précédentes avec une meilleure prise en charge des maladies. L'OMS assure le lead au niveau des pays à travers une orientation qu'on fait d'abord aux pays pour qu'ils puissent adhérer au processus. Et une fois que l'adhésion est faite, l'OMS accompagne les États à adapter et adopter les outils, notamment la CIM 11, à renforcer les capacités et à apporter un soutien au suivi de l'ensemble du mécanisme. Pendant 3 jours, les participants vont s'approprier les nouvelles recommandations de l'OMS et échanger sur les meilleures pratiques à adopter. Une démarche qui met en avant l'impact positif de cette formation sur la qualité des stratégies sanitaires en Guinée.
Et puis, le reportage grand format de cet après-midi nous amène dans la ville natale du premier président de la Guinée indépendante, dont la fondation remonte au XVIIe siècle. En plus de cette histoire, Farana regorge également plusieurs rivières qui constituent des têtes de source de fleuve Niger, mais l'une parmi elles se trouve dans un état inquiétant. Il s'agit de la Tonkolko. Elle est transformée en un dépotoir d'ordures. Notre équipe tire la sonnette d'alarme, images et témoignages avec Ibrahima Oulen Fofana. Farana, la ville qui a vu naître le premier président guinéen Ahmed Sékou Touré. Cette localité regorge la tête des sources du fleuve Niger. La préfecture est qualifiée de cosmopolite parce qu'elle regroupe 3 grandes communautés, à savoir les Sankaranka, les Dialongi et les Kouranko. L'histoire de Farana est liée à sa fondation. Cette ville est certes ancienne, mais l'honorable El Haj Lansana Brian Kamara, un des sages du vestibule de Farana, a encore une mémoire fraîche sur la signification du nom Farana. Farana a été fondé par notre aïeul Nonofode Oulare, qui appartient au clan Tinimononko, parmi les 8 clans de Oularedou. Pour la première fois, l'aïeul s'est installé à Balandou, sur les bords de la rivière Funkama, actuel site de l'Institut supérieur agronomique de Farana. Là, il a fait venir un paysan du nom de Farah, qui pratiquait les cultures maraîchères et céréalières. Les produits de ses récoltes étaient vendus par sa mère aux populations environnantes, qui disaient, pour effectuer leur achat, se rendre chez la mère de Farah. En malinké, se traduit par Farah Nabara. C'est la contraction donc de cette expression qui a donné Farana. Dans la ville de Farana, le quartier le plus célèbre est Tonkolonko. Le nom de ce grand quartier est venu de cette rivière, un affluent du fleuve Niger, aujourd'hui méconnaissable sous l'effet des actions anthropiques. La rivière Tonkolonko a un rapport avec la fondation de la ville de Farana. Selon les oracles, un tourbillon serait venu de la rivière Tonkolonko. Tonkolonko, ça signifie la rivière du tourbillon. Donc, un tourbillon serait venu décoiffer la case de l'aïeul pour venir la déposer à quelques encablures du lac Toro. La rivière Tonkolonko abritait la première fontaine de Farana, là où la population allait puiser de l'eau. Le colon veillait sur cette fontaine-là comme sur la prunelle de ses yeux. Dans la ville de Farana, on y trouve un autre élément. Il est non seulement culturel, mais aussi mystérieux. C'est le lac Toro qui incarne des valeurs traditionnelles et protégées par les anciens. L'histoire de cet écosystème est aussi liée à la fondation de la capitale de Sankara. Pour ce qui est du lac Toro, c'était un lac sacré qui appartenait à la famille de Nonofode. Là, les gens effectuaient la pêche. Les gens sur les bords allaient invoquer les génies du lac, puisque la religion n'était pas encore arrivée, pour qui avoir des enfants, ou bien qui avoir de la richesse, etc., etc. On offrait même des sacrifices là-bas. Et même, il y a une rivière qui est là, du nom de Sirkuleni, qui représente beaucoup pour les Franaka. Aujourd'hui, le lac Toro souffre des effets néfastes de l'eau, mais il continue de résister, car chaque année, son barbotage fait l'objet des rituels comme avant. C'est le cas de l'an 2024, où les festivités ont été dirigées par le Soutikomo d'Outi Ben Oulare. Toute l'année, la pêche était toujours abondante. De telle sorte que cette mare était finalement appelée la mare nourricière. Ça, c'est connu de tout le monde. Et c'est cette mare qui entretenait nos mœurs et coutumes. Le fleuve Niger, qui traverse 9 pays, prend sa source à Bakando, dans la sous-préfecture de Kobikoro. Des efforts, certes, ont été fournis pour sa restauration, mais des actions anthropiques contre ce cours d'eau se développent chaque jour. Toutes choses qui devraient interpeller les autorités compétentes afin de sauver l'environnement à Farana.
Autre titre de ce journal, le rapport national sur les acquis des 30 ans de Bédine vient d'être validé à Conakry. Un document sera présenté par notre pays lors de la 69e session des Nations Unies sur les conditions de la femme. La validation du document a connu la participation des responsables genre et équité des différents départements sectoriels. Mohamed De Camara nous en dit plus. Ces femmes, toutes chefs de service genre et équité, elles contribuent activement au rayonnement des questions du genre dans les départements sectoriels. À cette rencontre, ces dames participent ici, aux côtés du département de la promotion féminine et ses partenaires, à la validation du rapport national sur les acquis des 30 ans du Bédine. Ce rapport est le reflet de tout ce qui est accompagnement, de tout ce qui est acquis du ministère en faveur du genre, en faveur surtout des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables. En termes d'accompagnement, c'est-à-dire renforcement de capacité, accès au crédit, accès au foncier, en termes de projets initiés au sein du département et les autres sectoriels. Si vous parcourez les 12 points critiques de cette plateforme-là, vous allez trouver que tous les départements sectoriels sont impliqués. Chacun a son mot à dire. Donc, dans ce sens, s'il y a la proposition du premier draft du rapport, il serait important de convoquer tous les chefs de service genre et équité pour que chacun arrive à voir s'il se retrouve dans le rapport. Ce document aborde l'amélioration des conditions de vie des femmes guinéennes. Une fois validé pendant cette rencontre, le document sera présenté à la 69e session des Nations Unies, prévue dans quelques jours à New York. Participer à cet atelier, ça va nous permettre vraiment de savoir les progrès que le pays est en train de faire et de voir aussi comment est-ce qu'on peut mieux accompagner la Guinée pour les années à venir. La valeur ajoutée que nous voulons donner, c'est que nous voulons avoir un rapport qui permet de traduire effectivement ce qui a été fait dans le pays, mais qui reste dans l'imaginaire comme la Guinée est un pays qui respecte les engagements internationaux. Dans les 12 points critiques du Bédine, plusieurs seront relevés, notamment ceux liés à l'environnement, au dérèglement climatique et les violences basées sur le genre. Pour terminer, Afria, le collectif des femmes adhère aux initiatives de développement des autorités de la transition à travers une journée de réjouissance et de reconnaissance. Elles ont réitéré cet engagement réuni au sein d'un mouvement. Elles prônent la paix et le vivre ensemble. Marwan Kamara. La ville de Dalumine vibre au rythme d'une manifestation de réjouissance en faveur du CNRD dans une atmosphère empreinte de ferveur populaire. Un rassemblement managé par le mouvement Friafi Wamali à la Guinée-Mali. Principale motivation des membres du mouvement réitère leur soutien aux actions entreprises par le gouvernement pour le décollage rapide de la Guinée. Nous tenons vivement à saluer les efforts de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, qui se matérialise en termes d'acquis depuis l'avènement du CNRD par l'accompagnement de 5 groupements féminins à hauteur de 50 millions chacun dans le cadre de l'autonomisation des femmes. La mise en place du Conseil national des femmes et filles de Guinée dans la préfecture de Fria. La régularisation de la situation des veuves des travailleurs de Russal Frigia. Initié par le collectif des femmes de Fria, l'événement a mobilisé les cadres préfectoraux et communaux ainsi que des groupements de femmes venus de la commune et des districts de Fria. Un engagement indéfectible pour tous les Friakas afin d'encourager les autorités à multiplier les actions d'autonomisation en faveur des femmes. Le général Mamadi Doumbouya est un président qui doit être soutenu, qui doit être encouragé, qui doit être accompagné. Car toute la Guinée voit sa vision d'un président de paix et un président de développement. Les femmes de Fria, en un mot toute la population de Fria, aujourd'hui se trouve derrière le président de la République pour l'accompagner dans ses idéaux de rénovation, de refondation de notre pays. Ce moment de communion a aussi permis de sensibiliser pour la préservation de la paix et de l'entente entre les filles et fils pour le développement harmonieux du Fria.
Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.